Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est moi et on va parler exclusivement de BD. A tout de suite. Et voilà, aujourd'hui on va parler exclusivement de BD, du bon et du très mauvais. C'est clair, c'est net, c'est précis. On va commencer par le bon avant de parler du très mauvais. Alors on va parler de plusieurs tomes, du tome 2, du tome 3, du tome 4, de 14-18. Alors le tome 2, 14-18, tome 2, les chemins de l'enfer. Donc là ça couvre la période de septembre 1914, la couverture s'affiche ici. Donc première avancée au fusil et à la baïonnette pour les hommes sur le front. Première désillusion pour les femmes à l'arrière. Les tentacules... Je viens de prendre l'apéro. Les tentacules de la guerre s'étendent et révèlent un secret déjà douloureux à supporter. La fin n'est pas pour tout de suite. Il va falloir s'accommoder de ce quotidien infernal où l'horreur le dispute à l'absurdité. Un récit intime et tragique, où seul le rire du désespoir perce parfois. Alors là, ce qui est très intéressant dans ce tome, c'est qu'on va naviguer entre deux situations. Les hommes d'un côté au front, et les femmes à la maison. Alors, on voit les hommes ce qu'ils subissent, et c'est que le début de la guerre, entre guillemets, et c'est pas la période la plus difficile. Et les femmes à la maison, comment elles vivent aussi également la situation, à tes souhaits, mais... Voilà. Merci. Merci. C'est pas grave. Donc ça c'est intéressant parce que on n'a pas les SMS à l'époque, on n'a pas tout ça quoi. Je veux dire, on n'a pas... à part le pigeon voyageur, et là pour le coup c'est pas une blague, à part les pigeons voyageurs, les lettres, enfin qui mettent plusieurs mois à arriver, les journaux qui racontent ce que le gouvernement veut bien. Ils sont pas très informés, ces pauvres personnes qui restent à la maison, qui attendent le mari, un être aimé, un fils, un père. Bref. Donc on a toujours aussi des flashs sur la vie après la guerre, où on voit les dégâts que ça a donné chez les survivants. Donc quant à la trame de l'histoire avec le Grinch, là avec ce livre, vous êtes en plein dedans. Il y a le recul de l'armée française face à l'armée allemande, les désillusions d'une victoire rapide. Les Français, dont je suis très pro français, très pour mon pays, je sais pas comment dire, très patriote, pardon. Patriotique. Hein, très patriotique. Faut pas se leurrer, à chaque guerre mondiale, au départ, on a commencé par une bonne kick dans le cul. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cru qu'on était les meilleurs. C'est très français, ça partit à la fleur au fusil. Là, on en reparlera à la prochaine Coupe du Monde de football, ça va être pareil. Hein. Bref, c'est vraiment bien parce que ce tome, ça conforte dans l'idée que non seulement la BD respecte l'histoire avec un grand H, mais on voit aussi des petites histoires dedans, avec des flashs, pas des flashbacks, mais des flashbacks en arrière, mais des projections vers le futur. Merci. On va parler du tome 3 qui lui couvre la période de janvier 1915. Donc le résumé rapidement, c'est les hommes creusent des tranchées. Donc les hommes sont en train de s'enterrer littéralement. Le commandement est d'avoir des plans dans lesquels les sections doivent servir d'appât aux Allemands. Et c'est les missions suicides qui commencent. Donc on suit toujours ce même groupe d'amis qui pour l'instant n'est toujours pas décimé. C'est assez miraculeux quand même quand on y pense. Donc ces hommes commencent donc, comme je disais, à creuser. Donc la guerre de tranchées commence. Faut voir que, encore une fois, là c'est à la coup de pelle et à coup de pioche, on a du mal à s'imaginer. Quand il gèle en 1915, on a plus de chances de casser sa pioche que de casser de la terre. Et tout ça sous le feu de l'ennemi. Et c'est aussi le début de... C'est aussi le début des ordres... Enfin,
c'est encore pire, même dans les ordres complètement stupides où on envoie des hommes au front. Et les hommes, c'est vraiment la seule ressource qu'a l'armée française en fait. L'armée française à l'époque, elle est en retard technologiquement, elle a moins de matériel, mais par contre, on a des hommes prêts à être sacrifiés, et qui vont se sacrifier pour leur pays. Donc il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment de l'histoire avec le grand H. C'est pas un tome qui apporte beaucoup de choses au niveau de l'histoire, au niveau du personnage, mais néanmoins, ça a surtout le but, et pour avoir lu les tomes d'après, de vous faire prendre conscience de l'horreur de la guerre, de ce que ça va être. Parce que les hommes sont en train d'entrer dedans, dans les espoirs que ça va causer, etc. Quand vous sentez quelque chose qui vous prend aux tripes, et que vous savez que ça va durer, comme un confinement par exemple, hein, et ben... Je vois pas de quoi tu parles. Non, bah, je te donne ça. Non, je comprends. Les amateurs de science-fiction comprendront. Hein. Voilà. Bref. Voilà, on sent, voilà, il y a toujours ces allers-retours passés, présents, futurs qui sont très agréables et qui font du bien. Mais il y a vraiment des scènes dans le niveau du dessin et des planches qui sont bien faites, mais ça vous casse vraiment d'effroi. Pour parler d'exemples de manque de moyens de l'armée française, quand ils n'ont plus que la crosse de leur fusil pour tuer un adversaire, on revient de loin. Bref. Maintenant, on va passer au tome 4. Bonjour. Donc là, les hommes, malgré la guerre, prennent du bon temps. Alors ils ne rentrent pas à la maison parce que les permissions ne sont pas encore tout à fait autorisées à cette période. Enfin, pas pour tout le monde, en tout cas, pas en avril 1915, pas pour notre héros. Quand on parle du bon temps, c'est quand il recule de quelques kilomètres pour une nuit ou deux, où il y a des filles de mœurs légères qui vendent leur charme. Et en revenant justement de cette expédition, les hommes vont aller un petit peu plus loin que leur tranchée, ils vont se tromper de tranchée, ils vont tomber dans la tranchée des ennemis. Je pense que ça sent le vécu, c'est des choses qui sont certainement arrivées. Et ils vont découvrir des objets assez étranges dans les tranchées allemandes. Peu de personnes pour les défendre déjà. Et puis des objets cylindriques qui vont ramener et analyser. Et là on rentre dans une nouvelle étape de l'horreur de cette guerre, qui est le début de la guerre chimique. Les Français, très naïvement, maintenant qu'ils commencent à avoir un peu de matériel et qu'ils commencent à changer de pantalon, qui vont passer du bleu à un peu, et pantalon rouge moins criard à du pantalon bleu par exemple, découvrent, se disent que non, les Allemands vont respecter les conventions de Genève, on ne va pas utiliser l'arme chimique. Et bah si, ils vont le faire. Et puis les Français le feront plus tard aussi, mais les Allemands ont commencé, et naïvement, ils ont cru que c'était pas la peine d'équiper les Français, les Allemands vont respecter, on va faire une bonne guerre bien comme il faut. Eh bien non, c'est pas ça, et on voit dans l'horreur de cette guerre chimique. Le scénario est bien ficelé parce qu'on voit comment les hommes essaient de se sortir de tout ça. Et enfin, on va passer au tome 5 que j'ai lu, et on passera après une nouvelle saga dont on va parler très rapidement. Le tome 5, c'est le Colosse d'Ébène. Ça couvre la période de février 1916, c'est proche de Verdun. Et l'arrivée des tirailleurs sénégalais. Alors je ne vais pas faire le synopsis parce que de toute façon on va arriver très rapidement. Je vais le dévoiler de toute façon en parlant. Le premier livre, plusieurs choses à retenir dans ce tome qui sont très intéressants. On refait un peu plus d'aller-retour du côté des gens qui restent, qui ne sont pas au front, donc les femmes en l'occurrence, qui participent à l'effort de guerre. C'est les premières fois où les femmes travaillent dans les usines, malheureusement pour fabriquer des armes qui vont détruire. Elles ont bien conscience que ça va détruire des soldats allemands, mais elles se disent également que les femmes allemandes sont en train de faire la même chose pour tuer leur mari. C'est ce que les hommes appellent le déluge de fer. Donc là, on est en plein dedans, entre les gaz, le déluge de fer. C'est vraiment une horreur sans nom d'être dans les tranchées. Et enfin, un nouvel élément qui arrive, qu'on n'avait pas encore vu, ce sont l'intégration des colons. Des colons, quand je dis des colons, c'est les tirailleurs sénégalais par exemple, d'où
est tiré le titre du film, le colosse d'ébène, pardon. Effectivement, l'arrivée des bataillons sénégalais, enfin des esclaves qui étaient esclaves à l'époque et qui ont combattu pour notre pays, ça se passe pas très bien dans les tranchées. Parce qu'il faut que les hommes de l'époque, il faut se remettre dans le contexte 1914, la France a des colonies, les colonies sont là pour apporter de l'argent, le peuple noir sont des esclaves. Et ils n'ont pas le choix, ils ne viennent pas se battre pour l'amour de la France. Ils viennent se battre parce que leur famille est en danger s'ils n'y vont pas. Et en plus, quand ils arrivent là-bas pour se faire tuer, parce que c'est que de la chair à canon, comme les soldats français de toute façon, ils sont mal reçus par les soldats français. Voilà, il y a les idées reçues à combattre, le racisme, etc. Tout ça, ça fait pas bon ménage, plus attention. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les hommes passer au-dessus de ça. Ils s'aperçoivent que blanc comme noir, ils ont la même couleur de sang. S'ils s'en sortent, ça va être ensemble. Et franchement, ça... Je peux dire un truc. Ce que tu dis, c'est encore vrai en 2021, malheureusement. C'est ce que j'écrivais dans ma chronique écrite, c'est que, je voulais pas trop le dire là, mais bon, je peux le dire aussi, c'est encore vrai aujourd'hui. En fait, on s'aperçoit que, là ça couvre 1916 et cette année en 2021, les problèmes restent les mêmes. Les femmes doivent travailler, mais on n'a pas de considération toujours pour leur travail. Ça, c'est les femmes à l'usine en 1916 et aujourd'hui, puisqu'elles sont payées moins, donc pas de considération. Le racisme existe encore, sauf quand ça nous arrange. Voilà. Bon, en gros, on va schématiser le français de base, hein, est misogyne, raciste, enfin voilà, ouais. Quoi, il a tout pour plaire. Tout pour plaire. Voilà, c'est vraiment une bonne BD. Il me reste 5 tomes à lire. Avant d'arriver à la fin, je pense que je vais les lire très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on s'y prend. Premièrement, on apprend des choses qu'on a vues aussi quand on était plus petit à l'école, qui me reviennent en mémoire. Et c'est prenant. C'est vraiment prenant parce qu'on vit les situations. Et franchement, chapeau aux auteurs. Maintenant qu'on a parlé en bien d'une BD, j'ai voulu tester quelque chose. On va afficher ici. Zombilenium. Non, Millennium. Millennium, pardon. Non, Zombilenium. Zombilenium, pourquoi tu me parles de... Bah parce que j'ai confondu Zombilenium et Millennium. Tu vois, ça y est. Zombie Millennium. Alors pourquoi on a acheté ça? Parce qu'on s'était dit que pour notre petit garçon ce serait pas mal, donc je dis je vais tester pour voir si ça va lui plaire. Parce qu'il y a eu du succès, j'ai lu les chroniques sur internet, je fais comme tout le monde, hein, je me renseigne avant d'acheter quelque chose. En plus il y a une opération à 3 € la BD, donc on va prendre un truc neuf. Alors ça a été assez rigolo parce que la première image, quand on montre à notre fils, on voit un nom d'une ville pas très loin de chez nous, donc ça fait plaisir, donc en plus on trouve ça fun. Ça a tous les arguments pour être quelque chose de bien. Le synopsis c'est pas trop mal, c'est des monstres qui tiennent un parc de monstres dans le but de recueillir des monstres en gagnant leur vie, en faisant peur à des humains qui viennent bêtement dépenser des sous dans leur parc. Messieurs les auteurs, c'est pas parce que c'est les enfants qui lisent qu'il faut les prendre pour des cons. Mais c'est de la merde! Pardon. C'est mauvais. L'idée de base est bonne, mais le dessin il est caricatural. C'est criard. Les histoires sont décousues. Pour des enfants, vous mettez des dizaines et des dizaines de personnages. Mais c'est trop, il leur faut un héros, quoi. J'ai envie de dire, mon garçon, il y a 10 ans, quand il prend une BD, ça va être Titeuf, ça va être n'importe quoi, mais il y a toujours le héros principal. Il y a un héros principal, pas des dizaines, pas des trucs à droite, pas à gauche. Et en plus, ça n'a ni queue ni tête. C'est nul, c'est mauvais. Alors le pire, c'est que je me suis dit peut-être que le premier est mauvais, il était à 3 €, on va essayer de lire le deuxième. On l'a emprunté à la bibliothèque. On l'a emprunté à la bibliothèque, je savais pas l'acheter 2 fois, donc je suis pas fou non plus. Hein. Non, non, mais c'est mauvais. C'est nul. Je suis désolé, enfin... Bon, alors c'est vrai que j'étais relire après pourquoi les gens... et ça va être un travers d'internet.
Les gens qui ont encensé ce livre, c'est des gens qui l'ont reçu gratuitement en service presse. Ça aide hein, à avoir une bonne pub. Mais là, il va falloir peut-être en appeler aux gens qui reçoivent des services presse quand c'est mauvais, il faut le dire. Il faut le dire parce que votre travail, vous recevez des livres, c'est vrai, vous vous sentez redevable peut-être de ceux qui vous envoient des livres, mais si c'est nul, il faut le dire. Voilà. C'est comme si demain vous allez draguer en boîte, et puis confinement, hein, vous êtes célibataire, vous devez aller en boîte. S'il y a un mec qui vous dit, écoute, mon copain est tout seul, je te donne un billet de 10 €, essaie de lui faire plaisir pour ce soir, vous allez pas y aller quand même. Ça fait de la prostitution. Voilà, c'est pareil. Vous faites de la prostitution pour des livres parce que vous les recevez gratuitement. Bah non, quand c'est nul, il faut le dire. Pour ceux qui ne veut pas de service presse. Voilà, il faut dire quand c'est bon, pourquoi c'est bon, il faut le dire quand c'est nul et pourquoi c'est nul. De toute façon, on s'en aperçoit vite quand c'est du service presse, hein, quand on est des gens lambda comme Mélanie. Alors, et je vais rebondir je vais à finir 2 Ouais. secondes si tu veux bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, les avis, c'est tous les mêmes, avec une virgule à un endroit différent, avec un ou un puis qui change, c'est tout. Hein. Simplement, les couillons qui tournent dans le puits, c'est ceux qui achètent les livres. Voilà. Je pense que ça a ses limites, les services presse, et il faut... En fait, quand on veut faire ça, il faut le faire de façon honnête. Qu'est-ce que tu voulais... Bah, moi, il y a 10... Enfin, là, j'ai un blog hein, de lecture, mais il y a 10 ans, ouais, un peu plus de 10 ans, avant d'avoir Nathan, j'avais aussi un blog littéraire que j'ai fermé depuis. Et je recevais énormément de services presse. Et il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est que, et ça se passe encore, et ça m'énerve. La première chose, c'est que bon, les maisons d'édition vous envoient les bouquins. Elles demandent, bah ouais, je vais venir devant face caméra. Attention, apparition là. Et l'autre, Queen Mel est là. Il est là, attention. Non, il y a 10 ans, 11 ans de ça, j'avais un blog, arrête, et je recevais des services presse, toi aussi d'ailleurs. Oui, j'en recevais aussi. On en avait pas mal. On était con. Bon, je vais pas dire qu'on était pas content, on est flatté. Ouais, on est content, on est flatté, voilà, ça flatte un peu notre ego. Franchement, du jour au lendemain, on a arrêté. Parce que les lectures imposées en permanence, voilà. Moi, j'ai eu des services presse, je me suis jamais vendue pour un service presse. On n'a jamais cherché à les avoir. On n'a jamais cherché à les avoir. Je me rappelle, le premier, c'est moi qui l'ai reçu, un Aurore Robert. Ouais, c'était chez Michel Lafon. Michel Lafon, on a reçu l'enveloppe à la maison. Ouais. Directement, et puis avec une courrier dedans, voilà, on vous signe un service presse. Merci de donner votre avis dessus. Ouais. Mais nous, on a toujours été transparents. Si c'était bon, on le disait. Si c'était pas bon, bah on le disait aussi. Après, le problème, c'est que les services presse se sont enchaînés et on ne lisait plus que des services presse. Et on n'en voulait plus, donc on a tout arrêté en fait. Et aujourd'hui, on a repris nos blogs, donc forcément, bon, on a perdu de l'audience par rapport à il y a 10-12 ans. Ouais, mais c'est pas grave, on fait mais ça en fait, moi aujourd'hui, alors, je crache pas sur les gens qui ont des services presse, mais moi aujourd'hui, quand je vois comment ça se passe, j'en voudrais plus. Parce que franchement, quand je vois une maison d'édition, je cite aucune maison d'édition, mais qui envoie le même service presse à 15 blogueurs ou booktubeurs, et que vous voyez le même avis 15 fois, et que forcément, ils vont vous dire plus ou moins que c'est génial. Non, ben moi, le service presse, je trouve que c'est bien. Pas tous, pas tous les blogueurs. Il faut une certaine honnêteté. Et moi, là, bon, on va sur... Mais il y en a, enfin, clairement, voilà, moi je les vois, il y en a, c'est des vendus, ils vont forcément dire que c'est bien, alors que... service presse. Alors qu'en fait, le bouquin, c'est juste de la merde, quoi. Désolé, je mais... navigue moins que toi sur YouTube ou des choses comme ça, pour aller voir les services presse, enfin, pour les services presse, par contre, les avis, je vais sur des sites comme Livre Addict, Babelio, des choses comme ça. C'est les principaux. Et de toute façon, les premiers avis sur les livres, c'est... Enfin, si vous voulez même avant les sorties. Ça arrive avant les sorties. Donc forcément, ça veut dire déjà que c'est un service presse. Et les phrases se ressemblent, qu'elles soient sur Babelio, etc. ou sur tous les sites de critique. Des Citres aussi, par exemple, je crois. Et ils donnent des avis. Ouais, je sais pas. Bref, moi, Eh ben, on les voit, on les repère parce qu'en fait, c'est des copier-coller et on le voit. Et en fait, faut qu'on... Ça manque d'honnêteté. Non, puis moi, ce qui me dérange aussi aujourd'hui dans les services presse, et ça, c'est les maisons d'édition, mais bon, voilà, c'est que, par exemple, un bouquin,
Il envoie à 20 personnes, donc ces 20 personnes vont faire, parce que souvent c'est des booktubeurs, vont se taper, vous allez vous taper 20 vidéos qui parlent du même bouquin, quoi. En fait, à la place de donner envie, ben en fait ça dégoûte. Et en plus les gens spoilent, peuvent pas faire autrement. Voilà. Je me souviens que nous, quand on recevait des services presse, c'était un peu différent. Bah, on n'avait pas Booktube déjà, on n'était pas sur YouTube. Pas YouTube, c'était encore confidentiel à l'époque. Bon, c'était compliqué. Ouais. Hein, nous, on était encore en bas débit, quoi, donc limite. Ouais, enfin, nous, on avait Overblog. Enfin, j'ai encore Overblog aujourd'hui, mais on était sur Overblog, Canalblog, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'était. Ce qui était bien, c'est qu'à la limite, on avait aussi parfois, et c'est arrivé plusieurs fois, des épreuves de livres. C'est-à-dire que. Vous savez, la couverture de livre toute blanche. Ouais, les épreuves non corrigées. Avec les non-corrections. Et on pouvait donner notre avis sincèrement sur le livre. On était écouté en tant que lecteur quelque part. Ouais, j'aime bien le livre, mais ça se termine trop rapidement par exemple. Ou alors j'ai réussi à deviner la fin, il manque peut-être un peu de suspense. Le livre était trop travaillé ou pas, ça c'était pas notre problème. On avait donné notre avis. Ça servait, moi je trouve, à quelque chose, quoi. Alors c'est comme j'ai vu un truc, bon, tu parles de ça, des épreuves non corrigées, j'ai vu un truc qui m'a choqué. Je regardais une vidéo Booktube de quelqu'un, je citerai pas la personne. Elle a eu reçu les épreuves non corrigées du bouquin pour le lire. Et après, elle recevra la version définitive avec la belle couverture, parce que là, comme tu dis, c'est tout blanc. Et elle dit, elle a la gentillesse de dire... bah, j'offrirai les épreuves non corrigées à quelqu'un une fois que j'aurai reçu le... Non, c'est ouais, pas cool. Non mais on fait pas l'aumône non plus, quoi. Non mais voilà, c'est... Je parlais de ça, je pensais pas partir sur un débat là-dessus, mais... Non mais voilà, il fallait le dire hein, en même temps. Voilà, ça fait un petit peu les chroniqueurs de l'extrême. Bon donc, on ne crache pas sur les services presse. Si on en avait, que ça nous intéresse, on dirait peut-être oui, mais vous attendez pas à ce qu'on vous flatte, en gros. Oui, voilà, en fait, ce qu'on comprend pas, et ça, j'aimerais bien que les gens qui bénéficient de services presse m'expliquent, pourquoi ils se sentent obligés d'être sympas. Ça, faut être... Si, moi j'ai déjà eu des services presse où les livres étaient bons, ça m'avait plu. D'autres m'avaient pas plu. C'est mauvais, mais là on a l'impression qu'en fait, il faut... Parce que c'est un service presse, il faut forcément dire que c'est bon. En fait, j'aimerais que les services presse soient honnêtes. Ceux qui reçoivent un service presse, ils doivent être honnêtes, c'est tout. Moi, demain, vous allez passer, alors c'est à notre échelon, mais demain, les auteurs qui vont chez, par exemple, il n'y a plus beaucoup, malheureusement, d'émissions littéraires. Bon, on va parler de Ruquier, qui est là tous les samedis soirs. Ruquier reçoit souvent un ou deux auteurs. Forcément, ils lui plaisent, mais des fois, ça ne lui plaît pas toujours, ou il ne comprend pas le sens du livre. Il le dit. C'est son invité, hein. Il n'y a pas la grande librairie, là, où je sais pas quoi. Oui, aussi, il y a d'autres trucs, mais il lui dit au moins, tu vois. Et il y a débat après. Le but, c'est ça aussi d'un livre, c'est de susciter des débats. Si tout le monde a la même idée en disant que c'est génial, bah je sais pas, on a qu'à chacun tous Après, moi je regarde des booktubeurs, enfin surtout booktubeuses parce que c'est surtout des femmes. Parfois, il y en a, elles sont pas tendres envers les... Enfin, si ça leur plaît pas, elles le disent, quoi, ouais, aussi. Bien, mais c'est pas assez, quoi. C'est la minorité. Et ouais. Moi, j'aimerais bien qu'on se pose la question, pourquoi? Bah, tu comprends, avoir des services presse, t'imagines, pour un gros lecteur, t'as des bouquins gratos, quoi. T'imagines, t'as des bouquins gratos, alors tu vas forcément dire que c'est bien, parce que sinon, demain, tout va s'arrêter, quoi. Et ces gens-là, mais tu sais, c'est des gens qui vivent aussi que... Enfin, voilà, avoir des bouquins gratos, pour eux, c'est, oh, on est reconnu, on a des bouquins gratos, quoi. Tu vois le truc? C'est bien, on a eu aussi, mais je trouve qu'il faut... que chacun soit honnête. Et ça, tout le monde en sort grandi, que ce soit les booktubeurs ou les maisons d'édition. Ouais. Parce qu'un livre qui est aimé ou détesté ou les deux, ça va certainement se vendre autant. Pourquoi? Parce que ça porte un débat. Et quand on porte un débat à quelque chose, on intéresse les gens. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, on va peut-être arrêter les débats. On était là pour parler de trucs sympas. Donc aujourd'hui, on avait parlé donc, de 2 BD. À mon avis, une très bonne qui est terminée, on va en finir d'en parler la prochaine fois, et une très mauvaise, sans moi, parce qu'un avis s'en engage comme moi. Bah, moi je vais pas dire, je l'ai pas lu. J'ai vu les planches, enfin, moi je lis peu de graphiques, vraiment très peu, parce que j'aime pas trop ça.
Mais c'est les planches qui m'attirent ou pas. Et là, quand j'ai vu les planches, j'ai fait ah bah non, c'est juste pas possible. Ouais, mais voilà, c'est dommage de prendre des enfants pour des Neuneux. Des neuneux. Hein, je veux dire, là, tiens, on sort de la bibliothèque, on était à la bibliothèque tout Ouais. à l'heure. Tu caches la ville, c'est tout. On va cacher la ville de la bibliothèque. Il a pris. Ils sont juste à côté. Il a pris Titeuf. Ouais. Bon, un héros. Ok, d'accord, c'est pour enfants aussi. Et néanmoins, Ouais, mais il a que 9 ans et demi, quoi, en même néanmoins, temps. le dessin. Bon, Zep n'est pas le dessinateur de l'année, hein, mais. Ouais, mais bon, pour un gamin, ça passe. Et c'est toujours le même héros. Hein, et après, je crois qu'il a pris Garfield. Voilà, c'est toujours le même héros, je veux dire. Ouais, puis c'est un petit garçon. C'est C'est un petit garçon qui a son âge, quoi. Donc, et après, il a pris Garfield. Garfield. Le chat, quoi. Le Le chat tout roux, quoi. Bah, tu peux montrer les planches, quoi. Il y a des planches. Et regarde le dessin animé aussi à la télé. C'est pas les planches de l'année, on est d'accord. C'est du dessin, bande dessinée, enfant. Mais c'est magnifique par rapport à ce que j'ai vu sur Zombilenium. Zombilenium, ouais. C'est juste dommage, je comprends pas. En bref, tout ça pour dire qu'en fait, il faut pas prendre des enfants pour des... Et après, il aime bien... il n'y a pas la ville, non. Mais il aime bien ce genre de truc. J'aime lire... là, c'est un truc d'horreur, je crois. Le mystère de la chambre 13. Ou avec des sorciers. Voilà. Et il y a Anatole aussi, la tuile, qu'il aime bien. Avec des petites planches un peu comme ça, quoi. Il faut, pour les enfants, certes, des histoires où ils peuvent s'identifier un héros. Ouais. Décidément, un Néron. Moi j'ai Néron aujourd'hui, hein, breton. Et puis, mais il faut qu'il y ait un héros auquel ils puissent s'identifier. Ouais, puis qu'il y ait des illustrations. Des illustrations. Enfin, nous, Nathan fonctionne beaucoup avec les illustrations. Il n'a pas encore commencé les romans. Ça lui arrive des petites choses, mais ouais, mais ça va rester Minecraft, des choses comme ça. Ouais. Genre Harry Potter, il n'a pas lu encore, quoi. Mais il faut que ce soit coloré et agréable, parce que le visuel est encore vachement important malgré tout à leur âge, quoi. Et voilà, sur Zombilenium, je trouve que pour les enfants, le graphique est pas beau. Et l'histoire n'est pas adaptée, c'est-à-dire que il y a trop de héros. Et ça, les gamins, ils s'y perdent après. Il y a trop de personnages, il y a trop de... Puis c'est décousu, quoi, j'ai envie de dire. Et un enfant, il faut retenir son attention. Alors, 48 pages, si on n'arrive pas à retenir l'attention d'un enfant, c'est grave. Et on est là pour leur donner le goût de la lecture pour que ça dure. Surtout quand on a un enfant avec un trouble attentionnel en plus, voilà. Qui... Sur ce, on déborde, on devait faire une petite vidéo, je pensais d'un quart d'heure. On est déjà sur 27 minutes. 27 minutes. Bon, on va vous laisser. On va vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. À bientôt. Bisous tout le monde.